Ces eaux sont celles du lac de Van, en Anatolie du Sud-Est. Cette région est historiquement celle de l'Anatolie orientale. Cette région a essuyé pendant 26 ans la terrible violence d'une guerre civile et près de 2 millions de personnes y ont péri avec la Première Guerre mondiale. Les anciennes sociétés turques ont commencé à quitter les plaines d'Asie centrale à partir du XIe siècle et à avancer vers l'Occident. Elles ont vaincu les Iraniens et Byzantins sur leur chemin et conquis les terres s'étendant des déserts arabes jusqu'au Danube. On les appelle les Ottomans, ces peuples dont l'empire qu'ils ont fondé a pu vivre pendant plus de 600 ans. L'Empire ottoman a élargi son territoire jusqu'à l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud, dont l'administration était gérée par les sultans, à Istanbul, qui est une grande ville, mais également une forteresse stratégique, mais que les Européens appelaient le Proche-Orient. Quoique la majeure composante de la société soit musulmane, l'État ottoman avait totalement garanti la liberté religieuse des minorités chrétiennes et juives. Ces minorités étaient connues comme des nations souvent dirigées par leurs leaders spirituels. Les chrétiens et juifs ont vécu durant des siècles avec leurs voisins musulmans. Les églises et synagogues étaient également au service des citoyens dans les bourgs et villes de l'Empire, tout comme les mosquées. Au cours des années 1800, les pays d'Europe ont multiplié leur pression sur Istanbul et commencé à occuper les terres ottomanes. Suite aux pressions de ces superpuissances, les sultans firent une série de concessions politiques et économiques. Les États européens pouvaient même instrumenter des certificats protecteurs privant le peuple ottoman de jouir des lois ottomanes. Une vague de nationalisme prit l'Europe au XIXe siècle, affaiblissant ainsi l'Empire ottoman. Une série de guerres d'indépendance ont éclaté ensuite en Europe du Sud sous le mandat des superpuissances. D'abord la Grèce, puis la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie et le Monténégro se sont séparés. À l'aube du XXe siècle, l'Empire ottoman avait perdu ses terres en Europe et en Afrique du Nord. Sous l'impact des envies impérialistes, l'Angleterre, la France et la Russie tracèrent la ligne de la séparation entre les administrateurs musulmans de l'Empire ottoman et les communautés chrétiennes. Les Arméniens, alliés utiles et chrétiens, étaient au centre des regards attentifs des Occidentaux. Dans les temps anciens, les Arméniens avaient fondé le royaume en Anatolie. Durant les 2 millénaires écoulés, ils se sont éparpillés en Anatolie et au Caucase. Les Arméniens ont beaucoup contribué à la culture et société de l'Empire ottoman comme une minorité remarquable. Il est insensé de voir les Arméniens comme une minorité oppressée dans l'Empire ottoman. En réalité, ils entretenaient de très bonnes relations. Il y en a d'entre eux qui ont même été ambassadeurs et ministres des Affaires étrangères. Certains d'entre eux géraient même des banques. Les Arméniens composaient la nation et la communauté chrétienne la plus fidèle. Ils étaient membres d'une race réputée. Ils étaient même détestés par les chrétiens orthodoxes car ils étaient très proches des Ottomans. Le plus grand ennemi de l'Empire était la Russie, car 3 guerres ont été faites contre elle durant les années 1800 et elle avait occupé ces terres, tuant également la population musulmane. L'accord de Berlin, conclu le 13 juillet 1878, a assuré la paix entre la Russie et les Ottomans. Cet accord avait, pour la première fois, fait référence aux craintes des Européens vis-à-vis des Arméniens chrétiens. C'est à partir de cette date que le sujet arménien est devenu une cause particulière de la Russie, la France et l'Angleterre. Avec la mise en place des écoles et hôpitaux dans l'ensemble de l'Empire par les centaines de missionnaires venus d'Europe et d'Amérique, leur conviction pour la liberté religieuse des Ottomans a commencé à fonctionner à leur encontre. Dès lors, ils s'étaient concentrés sur les Arméniens.
Les missionnaires avaient également apporté avec eux des idées magnifiques comme la science, l'hygiène et l'organisation sociale. Mais en même temps, ils ont contribué à l'effondrement de l'Empire. Ils avaient aidé les groupes religieux à perdre leur fidélité au gouvernement central ottoman. De nombreux Arméniens avaient quitté l'Empire pour aller dans des écoles en Europe et en Russie. Ces Arméniens étaient emportés par les flammes de la philosophie « La fin couronne l'œuvre » de la révolution socialiste. En 1887, les Arméniens dans les pays étrangers ont fondé le parti Hendchak à Genève, en Suisse. 3 ans plus tard, le parti Dashnak fut fondé. Les deux partis croyaient que tous les Arméniens devaient lutter contre l'Empire ottoman afin qu'un État arménien puisse être fondé avec une révolution. Il existait en effet dans les années 1890 des organisations terroristes arméniennes telles que le Hendchak et le Dashnak. Comme selon les critères des États-Unis qui qualifient Al-Qaïda d'organisation terroriste, ces organisations œuvraient également comme des organisations terroristes, lançaient des complots et faisaient des incursions dans divers endroits. Les leaders des partis Hendchak et Dashnak avançaient qu'ils lanceraient une campagne de terreur contre les Turcs et Kurdes en Anatolie orientale. Voici ce qu'avait dit l'ambassadeur britannique à Istanbul. L'objectif des révolutionnaires arméniens est de créer une anarchie et de susciter la réaction de l'Empire ottoman afin d'assurer l'intervention des forces étrangères. Les révolutionnaires arméniens, emportés par le marxisme et le nationalisme, avaient déclaré la guerre contre l'Empire ottoman. Le docteur Cyrus Hamlin de Boston rapporte les suivants propos d'un rebelle arménien. « Nous allons massacrer les Turcs et Kurdes, mettre le feu dans les villages, et les musulmans attaqueront furieusement les Arméniens sans défense et les massacreront. Nous allons faire cela à tout prix. » Ils n'avaient pas d'autre choix. D'ailleurs, ils auraient dû attaquer les musulmans car les musulmans les attaquaient. Ainsi, un conflit était devenu inévitable. Désormais, aucun groupe n'était impartial. Il y avait ceux dans les camps des Ottomans et ceux dans ceux des Arméniens et Russes. À partir de 1894, des insurrections d'Arméniens avaient éclaté à l'est de l'Anatolie, y compris Trabzon, Sivas, Erzurum, Bitlis et Van. Les Arméniens étaient à l'origine des incidents, c'est-à-dire que c'étaient des événements sanglants. Les Arméniens tuaient les musulmans et à l'issue des provocations, le gouvernement et peut-être le peuple local allaient calmer les incidents et en réplique tuer un groupe d'Arméniens. Mais bien sûr que le plus important pour les Européens, c'est que des Arméniens aient été tués, alors que les musulmans massacrés ne signifiaient strictement rien pour eux. Telle était leur approche. Les forces ottomanes ont répliqué en tuant de nombreux Arméniens. Alors que la presse occidentale a présenté les Turcs comme des assassins impitoyables, elle n'écrivait pratiquement rien sur les musulmans massacrés, dont les mains et pieds étaient liés. Ils souhaitaient obtenir l'indépendance du peuple arménien en recourant à la force. Mais c'était erroné, car les Turcs avaient profondément été blessés en raison de ces activités terroristes après qu'ils aient vécu côte à côte durant des siècles. Ces rebelles marxistes avaient obligé certains Arméniens à défendre leur cause. Voici ce qu'écrivait le diplomate et général russe Mayatsky sur ceux qui ne visaient pas directement. Les paysans arméniens sans armes avaient été forcés à appuyer les rebelles armés au prix de leur vie. L'île Akhtamar, entourée par le lac de Van, était devenue un quartier pour les rebelles arméniens. Les attaques contre les villageois musulmans étaient planifiées ici et on les provoquait pour se venger.
Les révolutionnaires attaquaient les policiers et autres fonctionnaires publics. Les villages kurdes étaient leur cible favorite. Les conflits de terrain entre Arméniens et Kurdes remontent à un long passé. Cette hostilité s'est manifestée sous forme de violents massacres. Les rebelles arméniens les utilisaient pour attaquer les tribus kurdes, mais recouraient plus fréquemment à leurs hommes venant de Russie. Pourquoi ce groupe de 30 personnes allait maintenant attaquer une grande tribu kurde? La seule raison était de multiplier les représailles. Vous attaquez une tribu kurde, peuplée et armée. Vous tuez de nombreuses personnes pauvres et attaquez un village sans défense. Vous faites des choses capables de créer des problèmes et prenez ensuite la fuite. Les Kurdes n'étaient pas des personnes à garder le calme face à toutes ces provocations. Ils avaient alors commencé à tuer les Arméniens. De violents affrontements survinrent en Anatolie orientale entre les Kurdes et Arméniens. Lorsque les Kurdes furent acceptés dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire dans l'armée ottomane, il y avait eu de grandes tensions entre les Arméniens et les Kurdes en Anatolie orientale, car les Kurdes pouvaient parfois être utilisés par le gouvernement central pour leur propre but et devenaient parfois incontrôlables. Le massacre des Arméniens innocents n'était pas important pour les rebelles, car leur unique but était la provocation. Le massacre de suffisamment d'Arméniens allait garantir le déploiement de soldats par la Russie, l'Angleterre ou la France. L'insurrection arménienne avait trouvé des précieux alliés à Istanbul, c'est-à-dire les patriarches arméniens et les grands leaders religieux de ce peuple. Ils ont appuyé la guerre pour la création d'un État arménien, car ils avaient de grands bénéfices. Et le patriarche a continué. Si vous essayez de créer une sorte de bataillon national, cela entraînera l'effrayante réaction des Turcs. C'est pourquoi vous ne devrez pas faire cela. Restez en attente, car personne ne viendra vous protéger, et tout particulièrement les Russes, car ils ne nous aiment pas. Vous savez quelle a été la réponse des nationalistes au patriarche? Ils l'ont tué. Lorsque les Arméniens portaient la guerre vers Istanbul, la philosophie qui disait « la fin couronne l'œuvre » continuait. Le 24 août 1896, un groupe de révolutionnaires arméniens ont occupé la Banque ottomane, symbole du capital de l'Empire. Cet incident a entraîné une révolte dans la ville. Les actes de violence ont donné la mort à pratiquement 400 musulmans et 1700 Arméniens. Suite aux pressions d'Europe, le sultan a pardonné les rebelles arméniens, leur assurant un chemin sécurisé pour quitter le pays. Le sultan Abdülhamid II, au trône depuis 20 ans, était très fâché contre les rebelles et leurs activités terroristes. Il craignait également l'intervention des superpuissances, ordonnant à ses armées de contrôler la révolution. L'armée ottomane, dont les troupes kurdes appelées Hamidia, ont lancé une attaque impitoyable contre les communautés arméniennes. Certes, ces troupes ciblaient les rebelles arméniens, mais la plupart n'étaient pas des rebelles. Des milliers d'Arméniens furent tués en Anatolie orientale entre les années 1895 et 1897. Ces massacres étaient en effet des avertissements contre les Arméniens afin qu'ils ne se réorganisent plus et, selon ceci, ils ne devraient plus réessayer le même chemin, ne plus s'opposer à l'État ottoman et renoncer aux demandes de réforme, car on redoutait que ces demandes se transforment plus tard en une demande d'autonomie et d'indépendance. En réalité, le plan du parti Enchak envisageait l'indépendance d'une partie des Arméniens. Malgré cela, les rebelles arméniens, comme par exemple le général Antranik, continuaient à faire la guerre. Ces troupes ont poursuivi leurs attaques entre 1901 et 1904, massacrant des milliers de musulmans innocents. Les rebelles arméniens, qui étaient appelés des guerriers d'indépendance par la presse occidentale, ont continué leur lutte contre l'État ottoman. Lors de cette lutte, les missions chrétiennes servaient de centre de militants.
Ces écoles de missionnaires avaient commencé à servir de citadelle pour les Arméniens. Ils pouvaient, dans ces écoles, cacher les armes et munitions et recevaient des ordres des leaders du comité de la Révolution par l'entremise de ces écoles. À partir du moment où les superpuissances se sont approchées de la guerre, les rebelles arméniens avaient changé de stratégie. Ils avaient renoncé à provoquer les musulmans et recueillaient désormais des munitions. Lorsque la guerre s'était annoncée, les rebelles allaient être prêts à aider les ennemis de l'Empire. Nous avons plusieurs documents et informations sur le rôle des Russes, c'est-à-dire de la Russie, de la France et de l'Angleterre, sur la révolution arménienne. Pour ce qui est du rôle dans l'organisation et l'armement des pelotons arméniens, ils les ont autorisés à faire la guerre contre l'armée ottomane et ont assuré la formation des brigades de bénévoles arméniens. Des changements radicaux sont survenus dans l'ordre politique ottoman en 1908. Le Comité de l'Union et du Progrès, étant une coalition des politiciens réformistes et leaders militaires, a destitué le sultan le 23 juillet. La constitution de l'Empire en suspens depuis 1876 et son assemblée ont regagné leur position initiale. Le peuple ottoman pouvait à nouveau participer aux élections conduites par une monarchie constitutionnelle. L'Assemblée a divulgué les lois pour des réformes politiques, sociales et économiques. Même le parti d'Ashnak était d'accord pour coopérer avec ce nouveau gouvernement. Peut-être que l'autonomie politique pouvait être obtenue sans recourir à la terreur. Mais lorsque les guerres balkaniques ont éclaté en octobre 1912, les mouvements réformistes ont été omis. La Grèce, la Serbie et la Bulgarie ont lancé une offensive contre l'Empire ottoman, occupant ces terres en Europe. Des milliers de musulmans ont soit été massacrés, soit chassés de l'Europe du Sud lorsque les armées balkaniques avançaient. Une grande armée de réfugiés a afflué vers l'Empire, fuyant la scène de la guerre. Comme un terrible début de la Première Guerre mondiale, les Balkans ont été divisés au terme de cette offensive, la famine et le massacre. Une autre force politique devenait de plus en plus puissante à Istanbul, le jeune mouvement turc. Ils appuyaient les leaders militaires de l'Empire. Le gouvernement ottoman était devenu au début de l'année 1913 une dictature conduite par le trio Enver Pacha, ministre de la Guerre, Talat Pacha, ministre de l'Intérieur, et Cemal Pacha, ministre des Forces maritimes. Durant leur administration, voire même jusqu'à la fin amère de l'Empire, les réformes politiques et sociales ont continué. Le président de la délégation nationale arménienne, Bogos Nubar, pouvait encore négocier sur certaines réformes pour le peuple arménien. Mais ces engagements ont disparu avec l'apparition de la Première Guerre mondiale. En août 1914, la guerre tant attendue par l'Europe avait éclaté. L'Angleterre, la France et la Russie se sont unis contre l'Allemagne, la Bulgarie et l'Autriche-Hongrie. Istanbul avait alors décrété une mobilisation dans l'armée et s'était mis à attendre. Guillaume II d'Allemagne avait proposé une aide militaire à Enver Pacha, ainsi que des armes, munitions et autres matériels. Des officiers allemands chargés de former les soldats de l'Empire avaient été dépêchés. Les Ottomans ont observé une hausse sérieuse dans les actes des rebelles arméniens après le début de la guerre dans le continent. Le parti Henchak avait avancé à Paris que le peuple arménien entrerait en guerre avec des glaives d'insurrection.
La Première Guerre mondiale a commencé en Europe en août 1914. À cette date, il n'y avait aucune raison de prévoir l'Empire ottoman au sein de cette guerre, et d'ailleurs pourquoi le Moyen-Orient s'y mêlerait, car c'était le problème de l'Europe et n'avait aucun lien avec le Moyen-Orient. Mais après un incident que nous pouvons qualifier de accident, les Ottomans ont pris leur place dans cette guerre. J'ai qualifié ceci d'accident, mais ce n'était pas le cas. C'était le travail d'Enver Pacha, qui est un comploteur et intrigant très talentueux. Il occupait le poste de ministre de la guerre du jeune gouvernement turc de l'Empire ottoman. Enver Pacha avait trouvé le moyen d'entrer en guerre. Le 29 octobre 1914, les navires de combat ottomans avaient bombardé plusieurs villes russes sur les côtes de la mer Noire. Enver Pacha avait également planifié d'attaquer les troupes russes au Caucase. Mais c'était une erreur de raisonnement ratée. En décembre 1914, la 3e armée ottomane a débarqué en Russie avec 95 000 soldats. L'hiver était très rude, la neige était profonde, le froid était gelant et le terrain était difficile en Anatolie orientale et dans les monts caucasiens. Équipés de très faibles armes pour une guerre d'hiver, les soldats ottomans ont obéi aux ordres et marché vers une grande catastrophe. Les soldats ottomans ont lutté dans une grande guerre à Sarkamush, un coin isolé de l'Empire. La 3e armée tenta de bloquer l'ennemi, mais les Russes s'opposèrent avec une contre-attaque. Ce débarquement était une catastrophe absolue pour les armées ottomanes. En janvier 1915, seulement 18 000 soldats, contre 95 000 au départ, n'avaient pu retourner à Erzurum. Ces nationalistes arméniens pouvaient voir à Van les soldats de retour comme des épouvantails avec des uniformes déchirés et leurs bras comme des branches qui composaient une armée d'ombre. Comme vous le savez, les Arméniens devraient y avoir bien songé pour se lancer immédiatement car les Turcs étaient épuisés. Mais la chose la plus extraordinaire qui a également attiré l'attention des observateurs de pays balkaniques concernés est cela. Les Turcs n'étaient pas épuisés. Ils affichaient leur meilleure forme lorsqu'ils étaient mis au pied du mur. D'ailleurs, les Anglais l'avaient également appris lors de leur débarquement à Gallipoli, car ils pensaient que ce serait une simple affaire. Ils prévoyaient d'arriver à Istanbul en une demi-heure. Le 25 avril 1915, les troupes australiennes et néo-zélandaises ont débarqué à Gallipoli, à l'ouest du détroit des Dardanelles. Ils espéraient s'emparer d'Istanbul et de l'Empire ottoman au terme de la guerre. Les Alliés avaient sous-estimé la formation et les équipements militaires attribués sous le contrôle du général Liman von Sanders. De plus, ils avaient négligé la défense de Gallipoli assurée par le colonel Mustafa Kemal. Les envahisseurs ont continué une guerre perdue pendant un an pour obtenir les terres où ils posaient leurs pieds et parvenir à atteindre Istanbul. Plus de 250 000 soldats des Alliés ont perdu la vie, soit lors de la guerre, soit à cause des blessures ou encore des maladies. Les Ottomans avaient également perdu un tiers de million de personnes, mais réussi à préserver leurs terres et protéger Istanbul. Les armées ottomanes avaient repoussé une attaque à l'ouest et les Russes étaient arrivés jusqu'au centre de l'Anatolie orientale avec des milliers de bénévoles arméniens. Les envahisseurs avaient intensifié leurs attaques à Van. Ils voulaient en faire de cette ville la capitale de leur nouvel État. Une occasion s'était finalement présentée avec le financement et l'appui des Russes. Les Arméniens ont salué l'attaque russe. Selon l'historien Louis Nalbandian, le comité révolutionnaire arménien avait valorisé l'époque où l'Empire ottoman était en pleine guerre comme le meilleur moment pour une révolte. Van était une importante ville et un important centre commercial pour les Arméniens.
Certains Arméniens avaient planifié de fonder un État en Anatolie orientale au sein de l'Empire ottoman sous l'hégémonie et le mandat des Russes. Van allait être la capitale de cet État. Les Arméniens avaient assuré le contrôle dans la majeure partie de la ville. Une petite unité de militaires et policiers ottomans, conduite par le gouverneur Cevdet Bey, avait appliqué une manœuvre désespérée de retardement. La guerre a duré pendant près d'un mois avec tout son acharnement. Finalement, les troupes ottomanes se sont repliées le 17 mai. Van était entre les mains des Arméniens. Alors que les Russes avançaient vers le centre de l'Anatolie orientale, les Arméniens ont mis le feu dans la partie musulmane de Van. Aron Manoukian était le nouveau maire de la ville. Selon l'observateur allemand Johannes Lapsius, les Arméniens avaient commencé à massacrer les musulmans. Lorsque les Russes étaient arrivés à Van le 19 mai, ils étaient horrifiés de voir les rues pleines de cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants musulmans massacrés par les rebelles arméniens. Excepté deux mosquées, la partie musulmane de la ville avait été brûlée. Avec l'appui des bénévoles arméniens, les Russes ont avancé contre une résistance minime en printemps 1915. L'armée ottomane s'était retirée entièrement face aux Russes, ne pouvant plus protéger le peuple contre les attaques arméniennes. Les Arméniens locaux ont massacré les musulmans locaux. 5 brigades arméniennes s'étaient déplacées à la frontière et avaient commencé à massacrer tous les musulmans. Il y avait une amère pensée de génocide. Comme vous le savez, si vous effrayez les gens et annihilez les villages, tout le monde aura peur de tout ce qu'il y a autour et fuira. C'est cette théorie qui était à la cause de tout cela. « 2500 civils non armés avaient été massacrés par les rebelles arméniennes dans ce lieu, près du village Zeve, et pas très loin de Van. Ils avaient été conduits ici et massacrés avec des pistolets et fusils automatiques. Les civils n'avaient pas pu échapper aux tirs mortels des Arméniens positionnés en hauteur. Malgré les rebelles qui manifestent une insurrection ouverte tout au long de l'Anatolie orientale, le gouvernement ottoman a décidé d'installer près d'un tiers des Arméniens en dehors des zones de guerre. Comme l'avait clairement affirmé Istanbul, cette décision avait été prise pour contrôler le mouvement insurrectionnel. Mais l'armée ottomane avait également reçu l'ordre de contrôler impitoyablement toute attaque et résistance. Les Arméniens avaient été victimes durant leur voyage d'émigration de la famine, des maladies, des massacres des tribus kurdes, ainsi que d'autres éléments versatiles. Plusieurs d'entre eux ont survécu. Selon le leader politique arménien Bogos Nubar, près de 390 000 Arméniens sur les 500 000 qui ont dû quitter leur foyer sont arrivés sains et saufs à leur point d'arrivée. Les troupes ottomanes ont pu récupérer en été 1915 et lancer une contre-attaque. Les Russes sont arrivés en 1915 et ont occupé plusieurs lieux dont Van. Mais ils avaient plus vite perdu et étaient pris plus vite sous contrôle par rapport aux Ottomans. Une fois que les Russes ont été poussés à se retirer des villes occupées, les Arméniens ont dû partir avec eux. Les Arméniens avaient pensé que les musulmans les attaqueraient, car c'est ce qu'ils avaient fait. D'ailleurs, ils avaient fui et découvert l'atrocité après leur fuite vers l'Empire russe.
Outre la famine, ils avaient également connu les maladies, tout comme les autres. Autrement dit, ils avaient vécu tout ce que les musulmans avaient vécu avant eux. Lorsque les troupes russes se replièrent vers l'est, les soldats et immigrés ottomans avaient soit attaqué, soit tué presque tous les Arméniens restants. Le Henchak et le Dashnak avaient obtenu leur demande abominable. Des innocents étaient sacrifiés pour leur cause. De nombreuses personnes avaient été oppressées à l'époque. Les civils sans défense avaient seulement souhaité vivre. Pourtant, les envahisseurs étrangers et l'insurrection libertine avaient détruit leur vie. La plupart d'entre les victimes ont été tuées sans même savoir la raison. La lutte politique des rebelles arméniens était devenue un lac de sang inimaginable. Malgré tout, la plupart des musulmans et arméniens avaient été tués pour d'autres raisons. Ils n'avaient pas à manger et sont morts de la famine. Ils n'avaient pas de médicaments et sont morts suite aux maladies. De nombreux Arméniens et autres scientifiques qualifient les incidents de 1915 de génocide commis par le gouvernement ottoman. La population restante avait été déplacée par des manières différentes. Je pense que ces exodes étaient en effet les moyens de tuer massivement les personnes sans utiliser de pistolets, fusils ou autres armes. Car ces déplacements étaient très fatigants pour les piétons puisqu'ils devaient marcher dès la première étape où ils montaient sur les ânes et chevaux. Ils avaient été déportés finalement dans des régions hostiles comme la Mésopotamie. Ils essuyaient parfois les attaques des tribus nomades, des Kurdes et d'autres groupes selon la géographie. C'était également une bonne occasion pour le pillage, car les Arméniens apportaient souvent avec eux leur argent et parfois des objets. D'ailleurs, une partie de la population a péri sur ces chemins d'exode. Mais plusieurs experts de l'histoire ottomane n'approuvent jamais que les Arméniens ont été victimes d'un génocide au cours de la Première Guerre mondiale. Il est très absurde que les Ottomans deviennent soudainement des assassins de la société après tant d'années. Les Ottomans ont uniquement réagi contre une situation politique et militaire dangereuse. Ils n'avaient jamais été des monstres sanguinaires menant à un génocide. On prétend que les Arméniens n'ont pas forcément été tués par les balles des Ottomans, mais également en raison de la famine et des maladies attrapées dans les conditions imposées. La famine et les maladies n'étaient pas des problèmes propres aux Arméniens, mais également ceux des Turcs et des Kurdes. Les décès se sont produits de manière équitable dans tous les groupes. Le 24 septembre 1915, le grand-duc Nicolas, oncle du tsar russe Nicolas II, est passé au commandant des troupes russes au Caucase. Nicolas et ses généraux se sont réunis dans leur quartier à Kars et lancé une attaque en janvier 1916. Les soldats russes ont occupé Erzurum, Van, Bitlis, Trabzon et autres villes d'Anatolie orientale durant le printemps et l'automne de cette année. Nicolas comptait sur les bénévoles arméniens comme pionniers dans l'avancement car ils connaissaient bien la région. Les rebelles arméniens avaient également perturbé les premiers rangs de l'ennemi ainsi que les lignes de communication et voies de transport. À l'issue de la guerre de 3 jours, les Russes et Arméniens s'étaient emparés de l'ouest du lac de Van en février 1916. Durant les 4 mois à venir, le grand-duc Nicolas et son armée ont maintenu le contrôle dans la majeure partie de l'Anatolie orientale.
Après une série de défaites, l'armée ottomane a lancé une contre-attaque en juin 1916. Elle a récupéré une partie de ses terres, mais elle a été repoussée en août par les Russes. Les musulmans ont été massacrés ou chassés tout autour du lac de Van. Voici ce qu'a écrit un fonctionnaire arménien dans son journal intime. Nous avons embouché tous les chemins de fuite pouvant être utilisés par les Turcs et fermé les passages entre les montagnes. Nous avons ensuite poursuivi la destruction. Les troupes russes et arméniens à Bitlis, pas très loin du lac de Van, étaient passés à l'attaque tôt le matin, le 3 mars 1916. Les rebelles arméniens ont fusillé les rues et les maisons, massacrant les habitants de la région. Entre-temps, une foule de musulmans s'est précipitée vers le consulat russe, mais ils ont été chassés et tués par les rebelles arméniens. Étaient parfois accusés par les Ottomans de tuer et massacrer les musulmans. Pourtant, ils l'ont fait entre 1917 et 1918. En bref, les musulmans étaient massacrés dans toutes les grandes villes, comme Terjan, Erzincan, Erzurum et dans les zones rurales de ces régions. Finalement, les Ottomans ont attaqué et récupéré ces régions. Ils ont vu qu'à leur retour, les rues étaient pleines de cadavres. Ils avaient fait en sorte de les tuer le plus facilement possible en jetant les hommes, femmes et enfants dans des puits et les empoisonnant ainsi. De plus, ils avaient massacré tout ce qu'ils avaient trouvé. Il faut également préciser que tous les Arméniens retrouvés avaient été tués par les Turcs et les villageois qui étaient revenus à leur village avaient retrouvé les cadavres de leurs proches. Mais il ne restait plus beaucoup d'Arméniens. La haine était omniprésente et personne ne se sentait en sécurité en raison de la terreur qui avait envahi la région. En automne 1917, il n'y avait aucune raison pour que les réfugiés musulmans attendent un miracle. Ces personnes étaient contrôlées par les Russes et tuées par les Arméniens. Entre-temps, une aide d'une source dont ils ignoraient était en route pour ces musulmans au pied du mur. En mars 1917, une révolution socialiste a éclaté en Russie. Le parti bolchevique, conduit par Vladimir Lénine, avait obtenu le contrôle de Moscou en fin d'année et un cessez-le-feu avait été assuré avec l'Empire ottoman. Nous faisions désormais face à une situation assez complexe, car l'Empire ottoman s'effondrait, mais après deux révolutions, l'une après l'autre, et l'arrivée du Soviet, la Russie s'écroulait de même. La Russie était l'allié des Arméniens, mais désormais, elle allait paraître comme un ennemi sous le régime bolchevique. Alors qu'on s'attendait à ce que les Russes avancent jusqu'à la Méditerranée, une de leurs grandes machines militaires s'est arrêtée. La plupart des soldats russes occupant l'Anatolie orientale s'étaient séparés et étaient retournés chez eux. Ils souhaitaient seulement protéger leur famille et ignorer ce qui se passait en Russie. Ils voulaient sortir d'ici. Les unités arméniennes sont venues remplacer la première troupe russe qui s'est démantelée en Anatolie orientale. Les Arméniens étaient désormais chargés de l'affaire. Mais certes, ils avaient une petite armée et une guerre désespérée. Les Arméniens détenaient désormais une grande partie de l'Anatolie sans recevoir d'aide et poursuivaient leur lutte pour un nouvel État arménien. L'insurrection se poursuivait, tout comme leur homicide.
Une fois que les troupes russes étaient retournées, les unités ottomanes ont avancé et récupéré Erzurum en mars 1918. Van et Kars ont été repris par les Ottomans dans les mois suivants. Les superpuissances avaient dépêché leur agent provocateur dans l'Empire ottoman durant la guerre. Lawrence of Arabia était le plus fameux. Ils avaient une simple mission, provoquer les conflits, jouer des tours sur leurs demandes nationales, inciter à l'insurrection et bien sûr au massacre. Ils étaient particulièrement bien formés sur les moyens de provoquer les conflits entre les groupes. Ils voulaient des conflits armés à tout prix, peu importe les pertes dans quel groupe qu'ils soient. Alors que les Ottomans repoussaient les Arméniens à l'est, la guerre à l'ouest, en Palestine, Syrie et Irak, continuait en faveur des Anglais. En octobre 1918, les Alliés ont occupé Damas et Beyrouth. En fin de mois, l'Empire ottoman avait baissé pavillon et signé un cessez-le-feu avec les superpuissances européennes. 2 jours après que l'Allemagne ait également abandonné, la marine des Alliés est arrivée à Istanbul le 13 novembre. Les Ottomans déposaient les armes à l'ouest. L'année suivante, le leader arménien Bogos Nubar a rappelé que les Arméniens avaient fait la guerre dans leur camp. 150 000 Arméniens avaient pris position dans l'armée russe. Même après le cessez-le-feu, les leaders européens appuyaient la guerre des rebelles arméniens et des soldats grecs contre l'Empire ottoman. Les superbes puissances s'étaient réunies entre 1919 et 1920 lors de la conférence de paix de Paris pour diviser le monde. Les Arméniens essayaient, dans cette conjoncture, de fonder une Arménie indépendante. Ils avaient un projet de la Grande Arménie s'étendant de Tchoukourova à Erevan. L'Angleterre et la France provoquaient les Arméniens à l'est et la Grèce à l'ouest contre les Turcs afin de préserver leur système protecteur au Moyen-Orient. L'héros de la guerre de Gallipoli, Mustafa Kemal, a décidé de faire face à la pression des Grecs à l'ouest, des Arméniens à l'est et des Français au sud. Lorsque Mustafa Kemal est parti pour Samsun le 19 mai 1919, il a réuni les soldats ottomans restants et établi une nouvelle force de combat appelée Armée nationale turque. Les Turcs s'opposaient à la division de leur pays par les forces étrangères et ils étaient décidés à le protéger. Mustafa Kemal a appelé les autres leaders turcs à s'associer à lui. Dès lors, Mustafa Kemal a réuni 2 congrès, l'un à Erzurum, qui vivait de grands ennuis, où la menace du général arménien Antranik était présente. Ce dernier tuait de nombreux Turcs au nord-ouest de la Turquie. Le meurtre de plusieurs Turcs par des Arméniens était rapporté par les employés des missions américaines et anglaises dans le terrain. Mustafa Kemal a rejeté, lors du congrès de Sivas, le cessez-le-feu signé avec les superpuissances et forçant l'Empire ottoman à renoncer à la grande partie de son territoire. Cette nouvelle coalition nationale a déclaré la guerre d'indépendance contre les Grecs à l'ouest et les Arméniens à l'est. À la suite de 1918, les bandes arméniennes, les organisations terroristes et les soldats arméniens dans l'armée russe ont fait des massacres d'envergure dans les régions occupées par les Russes. Des massacres russes ont eu lieu dans 21 villages d'Iğdır seulement lorsque le retrait russe avait commencé. À la fois des Grecs agressifs à l'ouest et des Arméniens à l'est, Mustafa Kemal devait également mener des luttes dans un 3e front au sud, car ici, les Arméniens poursuivaient sans répit leur massacre avec l'aide de la France.
Lorsque les Français avaient débarqué en Méditerranée et occupé Adana en 1918, ils avaient utilisé les rebelles arméniens. D'ici, ils ont avancé vers le nord, fondé un régiment arménien et les attaques contre les musulmans avaient commencé. Les Français ont un rôle sérieux dans les conflits entre les Turcs et Arméniens en Anatolie du Sud-Est. Des milliers de rebelles arméniens avaient fait la guerre contre les Turcs à Çukurova et Silifke avec des uniformes français. Les documents d'archives français l'approuvent également. Les Français avaient promis aux Arméniens qu'ils ajouteraient Adana et la région de Silifke au grand État arménien, mais leur plan avait échoué. L'oppression arménienne contre les musulmans était tellement grande que les Arméniens devaient être abolis. Avec l'avancement des forces kémalistes, le rêve d'un grand État arménien indépendant à Silifke avait disparu. Les Français et Arméniens ont dû se retirer et les Turcs étaient revenus dans la région. Un homme très puissant se dressait toujours sur le chemin dans la question arménienne. Les superpuissances avaient appelé le président américain Woodrow Wilson et demandé l'approbation du mandat arménien sur les terres réclamées par les Arméniens. Ceci allait présenter une opportunité aux Américains de détruire finalement l'Empire ottoman. Wilson était pour les Arméniens qui étaient des fidèles chrétiens car il éprouvait une sympathie pour leur demande de séparation de leurs voisins musulmans. En automne 1919, Wilson a envoyé le général James Harbord en Anatolie de l'Est et au Caucase pour étudier et bien analyser la situation. Harbord et sa délégation ont évalué les sujets d'État portant sur les Turcs et Arméniens pendant 6 semaines. Le général américain Harbord avait été nommé pour étudier et analyser la situation en Anatolie orientale. Et c'est suivant ces évaluations que la mise en place au nom du mandat arménien allait être décidée. Dans son rapport, Harbord avait indiqué que les Arméniens ne constituaient la majorité nulle part en Anatolie orientale et ce constat avait joué un grand rôle dans le rejet du mandat arménien par l'administration des États-Unis d'Amérique. Lors de ses études, Harbord avait appris les massacres réalisés, mais aussi ceux en cours, remarquant ensuite que la plupart des victimes étaient des musulmans. La conclusion du rapport était en effet ni pour ni contre le mandat, car le général Harbord avait résumé avec 12 articles pourquoi les États-Unis approuveraient le mandat et en 12 différents articles pourquoi ils le rejetteraient. Ces articles furent débattus au Congrès et le mandat arménien en Anatolie orientale avait été rejeté avec, je pense, 57 voix contre 26. Le général Harbord avait remis à ses supérieurs les motifs raisonnables pour l'approbation du mandat arménien et des prétextes obligatoires pour le rejet de cette thèse. Une seule de ces raisons était remarquable, c'est-à-dire que les Arméniens n'étaient même pas proches d'une majorité en Anatolie orientale. La région était pleine de réfugiés musulmans qui ont subi des applications atroces depuis le début de la Première Guerre mondiale. Les Arméniens avaient dépêché leurs troupes pour attaquer contre l'Anatolie orientale et l'est de la Turquie. Ces troupes avaient croisé l'armée commandée par Kazım Karabekir pour ensuite lutter contre elle. Kazım Karabekir les avait vaincus et repoussés jusqu'à Erevan. Il a assuré la signature d'un autre accord de paix entre la République arménienne et l'Empire ottoman à Kars. Les soldats arméniens se sont repliés jusqu'à Erevan. Les soldats turcs étaient restés derrière pour compter les 10 000 cadavres de musulmans massacrés à Erzurum, 9 000 à Sarıkamış, 25 000 à Kars
et plus de 70 000 autres à Nakhichevan. Selon les documents de nos archives, 529 000 Turcs ont été massacrés par les Arméniens à la suite de la Première Guerre mondiale. Ces victimes ont été enregistrées avec leurs noms et villages. Nous pouvons même donner leurs noms. L'armée turque a repoussé les rebelles arméniens jusqu'à Erevan et le traité de Gümrü a été signé le 3 décembre 1920. Le cercle tragique de l'attaque et du massacre allait enfin prendre fin. Les Arméniens avaient fondé 2 ans auparavant une république dans le Caucase, dont la capitale était Erevan, mais leur indépendance allait être de très courte durée. Les rebelles arméniens avaient fait la guerre dans le camp de leur allié, mais malheureusement, leur récompense avait été la traîtrise. Les rêves pour un État arménien s'étendant d'Adana à Erevan s'étaient soldés par une déception tragique. Il y avait toutes sortes de discordes entre les différentes puissances. Ces forces n'auraient pas voulu l'hégémonie d'autrui. Après avoir constaté que le gouvernement du sultan n'était pas pour elles, toutes ces puissances se sont entendues avec les nationalistes turcs et cela en quelque sorte les Arméniens. Excepté les Arméniens tués, ceux contrôlés par l'Empire ottoman ont finalement migré. Le moment était arrivé pour la grande migration arménienne. Cet événement ne s'est pas produit en 1915, mais en 1920, et les Arméniens, redoutant la vengeance des Turcs, ont pris la fuite après la défaite des Français au sud, et ils ont dû partir en Afrique du Sud et finalement à Marseille, peut-être au Liban et en Syrie. La vraie migration depuis la Turquie a eu lieu à ce moment. À Ankara, Mustafa Kemal et son gouvernement national avaient repris le courage avec la fin des affrontements avec l'Arménie et le retrait des troupes anglaises qui étaient descendues au Caucase pour appuyer ces affrontements. Mais à l'ouest, l'armée grecque avait avancé jusqu'au centre de l'Anatolie. Une contre-attaque avait commencé en août 1922 par les unités kémalistes. Quand l'armée grecque s'est retirée jusqu'au littoral, les Turcs les ont suivis rigoureusement. Les soldats grecs et de nombreux réfugiés ont été renvoyés d'Izmir avec les navires des Alliés. Mais un incendie avait commencé dans la ville, réduisant la moitié en cendres. En novembre 1922, les Anglais ont silencieusement remis Istanbul. Finalement, la Turquie avait surmonté l'invasion. Les armées des grandes puissances ont fui. Et d'ailleurs, le traité de Lausanne a été conclu pour ensuite entrer en vigueur. C'est à ce moment-là que la Turquie ne s'est pas contentée de récupérer l'Anatolie, mais elle s'est également emparée de la Thrace orientale. Les Alliés ont finalement fait la paix avec la Turquie à Lausanne, en Suisse. Le traité a été signé le 24 juillet 1923. Les délégués arméniens présents à la conférence et leurs demandes sur le territoire turc n'avaient suscité aucune importance. D'ailleurs, tous ces États avaient supprimé de leurs agendas la question arménienne. Cette question n'était pas à l'ordre du jour lors de l'organisation du traité ou de la conférence de Lausanne. Les délégations arméniennes n'avaient même pas été appelées. Dans ce bâtiment à Ankara, la première assemblée de la République de Turquie s'est réunie. L'Empire ottoman a officiellement touché à sa fin. Le 29 octobre 1923, Mustafa Kemal a été élu le premier président de la République de Turquie. La citoyenneté a été proposée à pratiquement tout le monde, y compris les Arméniens restants de l'Empire ottoman. Le traité de Lausanne a immatriculé la nation turque et un État national turc. Mais la situation était totalement le contraire pour les Arméniens, car leur pays avait été occupé par les soldats communistes russes, perdant l'Arménie. La durée de vie de l'État d'Arménie a été courte. Les Soviets ont signé un accord avec la Turquie et la République d'Arménie est entrée sous l'hégémonie du régime communiste. Je peux dire que les Arméniens n'ont jamais été satisfaits de l'accord.
Ils prétendaient que le traité de Moscou les avait enfoncés dans les profondeurs du fleuve et selon moi, ils avaient raison dans le sens où le traité ne leur avait pas donné ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la Turquie de l'Est. Selon les données de statistiques rassemblées par l'Église arménienne, 1,6 million d'Arméniens vivaient sur le territoire de l'Empire ottoman avant la Première Guerre mondiale. L'historien arménien Richard Hovanssian avançait que la population arménienne représentait entre 1,5 et 2 millions de personnes. Certaines sources prétendent qu'1,5 million d'Arméniens ont été tués durant la Première Guerre mondiale. Les autres sources rapportent que les pertes dans le camp arménien varient entre 300 000 et 800 000. Mais les musulmans redoutaient une situation plus tragique et amère, craignant une perte de plus d'1 million de personnes. Selon l'Organisation des Nations Unies, 900 000 Arméniens ont émigré jusqu'en fin 1922 vers l'Europe, les États-Unis et autres pays. Les Arméniens dans le Caucase ont vécu sous le règne communiste durant des dizaines d'années comme un morceau de l'Union soviétique. Près d'un siècle après l'insurrection arménienne, la République arménienne a proclamé son indépendance en 1919.